le roman contemporain déploie divers procédés pour parler du rock. Certains textes se contentent de citer des noms de groupes ou des titres de morceaux. On écoute très fort, extatique, No More Heroes des Stranglers. Il en découle une dénomination plutôt qu'une réelle description. D'autres rapportent des extraits de paroles ou paraphrasent le propos. Violent Life offers a 2-minute vision of Glasgow as urban hell. Rape, mugging, gang fights, and drug abuse seem to be its main points of reference. On a alors affaire à une forme d'intertextualité davantage qu'à un influx musical. Quelques-uns cherchent à évoquer la teneur des sons en question. Tout ce raffut de guitare et toute cette énergie, batterie assourdissante, guitare électrique, ampli à fond. Le caractère convenu du lexique a toutefois pour effet de rabaisser de telles tentatives au niveau du cliché. Une minorité, enfin, renonce carrément à dire la musique, laissant celle-ci en suspens dans un blanc du texte après un décompte initial. Ratatatata, c'est un roulement de caisse claire, a 1, 2, 3, 4. Pareille approche suggère une impossibilité de retranscription, la confrontation à une matière sonore qui échappe au langage. Cet apparent indicible illustre un paradoxe de la littérature consacrée au rock. Il n'y est, de manière générale, que fort peu question de la musique elle-même. La narration s'attarde bien plus sur ce qui entoure le phénomène, les musiciens, le public, les modes de vie, la contre-culture et son éventuelle répression. Je tâcherai de montrer ici qu'une telle approche ne résulte pas nécessairement d'un échec de la représentation. Elle constitue plutôt une perspective empruntée à la critique rock savante pour approcher de ce qui serait l'essence même des musiques électriques. J'illustrerai mon propos par le biais d'exemples tirés de romans récents consacrés au sous-genre du punk, un choix stratégique dans la mesure où cette musique revendique une pertinence et une signification sociale, ce qui facilite bien évidemment sa transposition romanesque. L'un des grands défis qui entourent l'écriture du rock réside dans le fait que cette forme sonore ne vaut pas forcément selon les catégories musicologiques habituelles. Alors que la tradition classique ou la chanson se comprennent avant tout en fonction de la mélodie et de l'harmonie, ce qui a mené à une savante codification des affects qui en découlent, le rock s'impose principalement par sa pulsion ou par son timbre, ainsi qu'en témoigne l'omniprésence des termes sound ou beat dans les textes spécialisés qui l'accompagnent. Cette saturation de la matière sonore, pour user d'un terme qui caractérise les guitares suramplifiées typiques du genre, mène à une appréciation davantage physiologique qu'intellectuelle, où prédomine une sensation d'excès, de débordement. Roland Barthes est de ceux qui ont réfléchi à une possible approche corporelle du fait musical et à ses éventuelles retombées textuelles. Dans Le grain de la voix, article consacré au contexte résolument non-rock de la mélodie française de la Belle Époque, il constate, à la suite de Benveniste, que la langue est le seul système sémiotique capable d'interpréter un autre système sémiotique. Dans le cas de la musique, ou plus précisément de la critique musicale, cette saisie subjective se traduirait par un usage systématique, voire excessif, de l'adjectif. La catégorie linguistique la plus pauvre, la forme la plus facile, la plus triviale. Pour dépasser cette insuffisance, Barthes préconise une réévaluation des visées et de la finalité de l'audition. Plutôt que d'essayer de changer le langage sur la musique, il vaudrait mieux changer l'objet musical lui-même tel qu'il s'offre à la parole, modifier son niveau de perception ou d'intellection, déplacer la frange de contact de la musique et du langage. Il en résulte ce que le critique nomme une ouverture de la signification à la signifiance. Une telle idée a trouvé un certain écho dans la critique rock savante, notamment chez le sociologue de la culture Simon Frith. Dans des ouvrages comme Sound Effects ou Performing Rights, ce dernier milite pour une prise en compte des conditions réelles de l'écoute du rock. Alors que la plupart des commentateurs mettent l'accent sur les paroles des chansons, qu'ils soumettent alors à des procédés conventionnels d'étude de texte, Frith insiste sur le fait que, plus souvent qu'autrement, celles-ci demeurent incompréhensibles, ce qui n'empêche nullement les morceaux en question de communiquer quelque chose. Most rock records make their impact musically rather than lyrically. The words, if they are noticed at all, are absorbed after music has made its mark. D'où un paradoxe fondateur pour le sociologue. Rock's cultural significance is a form of music, while rock ideology is not articulated in musical terms. Il en tire la conclusion que le rock est à saisir dans sa matérialité, qu'il s'agit d'une musique qui vaut davantage pour son effet que pour son supposé message. Les travaux de Frith s'appliquent dès lors moins à décrire le rock,
en proposer une définition intrinsèque qu'à offrir des hypothèses sur la manière dont il fonctionne, sur l'impact qu'il peut exercer. Il en découle deux ordres complémentaires et concomitants d'interprétation. D'une part, le rock agirait, selon le sociologue, comme stimulus d'une prise de conscience individuelle, de par le recoupement, si ce n'est la fusion, que son écoute induit de catégories axiologiques habituellement étanches ou séparées. Music gives us a way of being in the world, a way of making sense of it. Musical response is, by its nature, a process of musical identification. A static response is, by its nature, an ethical agreement. The critical issue, in other words, is not meaning and its interpretation, musical interpretation as a kind of decoding, but experience and collusion. The aesthetic describes a kind of self-consciousness, a coming together of the sensual, the emotional, and the social as performance. In short, music doesn't represent values, but lives them. L'effet ressenti par l'auditeur, sa manière de vivre la musique, alimentera alors une forme de connaissance sensible fondée sur une convergence de l'émotion et de l'expérience. Il en résulte, dans ce que l'auteur nomme un passage de l'esthétique à l'éthique, une nouvelle manière d'être au monde, une façon inédite de conférer un sens, si fugace soit-il, à l'univers. Reste cependant le fait que le rock, loin de constituer un ravissement solitaire, représente au contraire le phénomène de masse par excellence, au point d'avoir contribué à une redéfinition de l'adjectif populaire dans les années 60 et à sa contraction et conceptualisation subséquente. Dans cette optique, le rock serait, toujours selon Frith, le ressort d'une mobilisation collective fondée sur les sensations en partage propagées par la musique. The listener participates in imagined forms of democracy and desire, imagined forms of the social and the sexual. And what makes music special in this familiar cultural process is that musical identity is both fantastic, idealizing not just oneself but also the social world one inhabits, and real. It is enacted in activity. Music making and music listening, that is to say, are bodily matters. They involve what one might call social movements. In this respect, musical pleasure is not derived from fantasy, is not mediated by daydreams, but is experienced directly. Music gives us a real experience of what the ideal could be. L'écoute du rock pourrait donc susciter une forme de critique sociale implicite, alimentée par une rétroprojection du débordement ressenti par l'auditeur sur la réalité empirique du monde extérieur. En d'autres mots, a musical experience means, by defining, imagined social processes. Il s'agit toutefois, comme le suggèrent les propos du sociologue, d'une utopie vers laquelle tendre plutôt que d'une action concrète. Cette dimension fantasmatique de l'audition amène Greil Marcus, rock critique et universitaire, à recadrer la réflexion entamée par Barth et Frith dans la perspective de l'imaginaire et des représentations. Le rock serait, pour l'auteur de In the Fascist Bathroom, moins un contenu spécifique que le moteur d'une dissolution et reconstruction de symboles collectifs. We do not respond to symbols, doom the dark chords and apocalyptic lyrics of Gimme Shelter, escape and release in the rising choruses of Like a Rolling Stone. Though we seize on such symbols and connect them to historical events or personal situations in order to explain our response, we respond to symbol creation. The moment when we feel music taking us out of ourselves can be understood and fitted back into daily life. Music, on this level, deconstructs the frame of symbols we use to represent both ourselves and the world, and thus confronts us with the prospect of making new symbols. Si cette forme musicale évoque, à l'instar d'autres modes d'expression, des émotions et des sentiments, ceux-ci tirent leur pleine potentialité d'une mise en situation dans un contexte précis. Marcus avance ainsi, à la suite de Frith, la thèse comme quoi le rock ne vaut pas tant pour sa remise en question explicite d'un déjà là, que pour son travail implicite de création et propagation de nouvelles valeurs et représentations. L'écoute de cette musique constituerait ainsi un catalyseur existentiel aux répercussions collectives. Son effet s'exercerait tant sur les valeurs personnelles que sur les modes de vie partagés. C'est sur une telle résonance aux échos multiples que se fonde, de moins selon l'hypothèse que je défends ici, la transposition littéraire du phénomène. L'écriture du rock repose de manière générale sur une série limitée de perspectives. La plupart des textes littéraires consacrés au sujet focalisent soit sur la figure du musicien, ce qui permet de donner à voir des répétitions, des concerts, des séances d'enregistrement, soit sur celle plus répandue de l'auditeur, prétexte qui mène à cumuler les scènes d'écoute et de commentaires des morceaux. Certaines intrigues se racontent au présent des personnages,
mettant ainsi l'accent sur le champ des possibles ouvert par la culture électrique, alors que d'autres reviennent sur un passé défunt, adoptant par le fait même un point de vue plus nuancé ou critique. La narration se fait tour à tour interne, communiquant la vision du monde des protagonistes, ou externe, observant ceux-ci par le prisme de la sympathie, de la réflexion érudite ou d'une certaine incompréhension. Si le ton et le style de ces récits demeurent variables, un principe capital s'impose néanmoins. Comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes ces littéraires du réel, le roman consacré au rock gagne à ne pas émuler de trop près son objet. François Bon, lui-même auteur de livres sur Led Zeppelin ou de Rolling Stones, met ainsi en garde contre la velléité de traduire le rock selon son propre lexique. C'est le problème avec ce qu'on projette sur l'écriture de rock, de croire qu'il suffit d'adopter un débraillé de surface et d'afficher les valeurs mises en partage, comme si elles disposaient en elles-mêmes des vertus de la surrection qu'on cherche à décrire. Une littérature qui mimerait le rock s'effondrerait sous ces clichés. Un tel procédé, loin de conférer une authenticité accrue à la représentation du phénomène, mènerait donc à un risque de tautologie, le rock en venant à s'expliquer ou se justifier par le biais de ses propres idées reçues. Dans cette optique, la littérature rock vaut non seulement pour son regard privilégié et sa connaissance du sujet, mais aussi, et surtout, pour ses procédés textuels, son travail d'écriture. Le roman Human Punk de l'auteur britannique John King offre un aperçu intéressant de cette saisie indirecte ou décalée du rock. Son narrateur, qui parle depuis les années 2000, revient sur sa jeunesse dans une banlieue ouvrière de Londres alors que sévit la première vague punk. Plutôt que de définir la teneur de la musique en question, le récit postule d'emblée une adéquation entre celle-ci et l'état d'esprit des protagonistes adolescents. It's like the Clash album. The songs on there sum up our lives. That LP was already inside us, waiting for someone to write it down. Le roman peut dès lors, par le biais de très longues phrases, s'étendant parfois sur plusieurs pages, combiner l'écoute de morceaux représentatifs à l'introspection de son héros. The lights dim, and people start cheering and moving towards the stage, and none of us has a clue who's come out and started with the guitars and drums. And there's a good buzz and the band's okay, but I don't know the words and make do with the atmosphere. And this is a real-life proper punk gig here, the first one we've ever been to. And the songs bang out one after the other, and the band aren't heroes or anything. That's a lot of shit. How can anyone in a band be a hero? And really, the secret is not to have any heroes at all. To do your own things and go your own way. Otherwise, you'll just end up doing things you don't want to do, just so you won't get left out. And punk is good, because it blows away the sadness, gets on with things, goes straight on and search and destroy the shit. You can't sit around moaning and feeling sorry for yourself, have to get lost in the speed and anger, and this is one of the best days of my life. L'effet émancipatoire imputé au punk rock se voit ainsi pleinement signifié. Il n'en reste pas moins qu'un tel exemple n'est peut-être pas idéal pour mon propos, dans la mesure où la musique dont il est question se voit indiquée sans être véritablement évoquée ou décrite. Une perspective inversée est offerte par The Primal Screamer du britannique Nick Blanco, mieux connu comme chanteur-guitariste du groupe anarcho-punk Rudimentary Penny. Narré par un médecin psychiatre et violoniste classique, le récit suit l'évolution d'un jeune suicidaire, alter ego manifeste de l'auteur, traité selon les principes de la thérapie primale janevienne. Les longues séances de cris libérateurs impliquées dans le processus de guérison mènent, non sans ironie, le patient névrosé à trouver sa voix comme chanteur de punk rock. Le narrateur commente ainsi un enregistrement de son protégé. As for the music itself, I could not suffer a great deal. Most of it is cacophonic. There is a lot of screaming by Nat, a bit scary, but nothing like the primal therapy aberrations, thankfully. Some passages would be unique, were it not for a slight fleeting resemblance to the most extreme moments from the canon of that deceased, eccentric English composer Cornelius Cardew. However, it mostly sticks to a rigid and very rapid common time beat, with Greg and Jim revealed as reasonably competent musicians. Nat just adds volume and bluster with distorted Musica in Diabola guitar and growling vocals, with the occasional weird whispered overdub, like speaking in tongues, wrought with primitive studio trickery. It is apocalyptic music. This is doubtless why it has a minor appeal. It is basic, but genuinely eerie. Le procédé est habile, car le vocabulaire et les références spécialisées du musicien classique soulignent l'inquiétante étrangeté des sons émis. Intuitively, one gains the impression that it is not contrived. They didn't know what they were doing. De même, sa perspective de spécialiste en santé mentale met de l'avant la dimension cathartique de l'ensemble.
The music they play together would be sufficient to purge most souls for a lifetime. Demeure toutefois le fait que le narrateur s'avère résolument imperméable aux éventuels effets transcendants accordés par une telle création. Alors que ces deux textes situent le punk dans son contexte d'origine anglophone, Dans les rapides de la romancière française Mélisse de Kerangal, raconte l'écoute passionnée de disques du groupe américain Blondie par une narratrice adolescente et ses amis dans le Havre de la fin des années 70. Cette jeune fille ne possédant que peu de culture rock préalable, elle décrit l'objet de ses passions selon un lexique imagé qui lui est propre. Un son tendu et survolté qui opère dans le corps comme une injection d'oxygène. Sonnerie du téléphone, bruit sale, nasillard. Sans attendre déboule une voix de fille qui sonne comme une voix de fille justement, une voix qui chante vite et fort, et vite et fort et vite, fend la cité de béton, pierre contre pierre, traverse le décor, rappeuse, sèche et tranchée avec revers velours, tournoyante cette fois, le caillou de la fronde. La finalité de l'audition pour l'héroïne en herbe est toutefois, à l'instar de Debbie Harry, chanteuse de la formation, une prise de conscience et revendication de puissance féminine. Être rock, être ce qu'on veut, plutôt quelque chose de très concret. Le punk est ainsi présenté, non pas seulement tel que c'était le cas chez King, en tant qu'expression de l'époque, mais aussi comme une force émancipatrice, aussi virulente qu'immatérielle. Nous changeons de focale, des blocs de sensations inédites saturent nos gestes et activent nos têtes. Nous voilà introduites au seuil d'un espace dont nous n'avions pas mesuré l'immensité brûlante, la profusion torrentielle, le multiple qui étourdit. Nous convergeons vers le flot bouillant où frise et coagule des dizaines de bandes magnétiques aux reflets mordorés. La déterritorialisation du son, de New York à la Normandie, n'affecte manifestement en rien son potentiel de subversion. Une telle migration et réappropriation de l'esprit punk est également mise en scène dans Normal du Québécois Alain Cliche. Le narrateur, adolescent de la belle province qui découvre avec enthousiasme le punk rock au tournant des années 80, décrit longuement sa musique de prédilection et les effets qu'elle a sur lui. Fallait voir que le DJ mettait London Calling des Clash. On devenait comme fou, on grimpait au mur, on sautait partout, on se rentrait dedans. On sautait tous en même temps. Le plancher oscillait sous la charge. La tribu se préparait au combat. On absorbait toute cette détresse jusqu'à ce terrifiant cri de Strummer qui nous arrachait les boyaux et nous infusait une formidable frousse. On continuait de sauter lourdement jusqu'à ce que cette hymne nous ait à jamais transpercé le cœur et que le mot punk s'imprègne profondément en nous. Comme la narratrice kérangalienne, il évoque la substance des morceaux sans jamais citer leurs paroles. À l'inverse de celle-ci, il possède davantage de vocabulaire technique pour qualifier son écoute. Alors que dans les rapides, le punk sous-tend un empowerment féminin, chez Cliche, il s'oppose à une mouvance peace and love et indépendantiste que le narrateur estime dépassée, tout en apportant une salutaire ligne de fuite internationale. Le milieu hippie est à l'image de la société québécoise. Une société sur son déclin, étouffante et repliée sur elle-même, cette société s'évertuait à perpétuer une façon de penser de petit, où l'on ne devait surtout pas s'élever au-dessus des autres. Les rêves individuels étaient noyés dans ce rêve collectif qui était l'utopie souverainiste. Noircir un bulletin de vote devait nous rendre indépendants. Quelle farce! On parlait peut-être encore français, mais notre cerveau était désormais conquis, comme pour tous les peuples soumis. Cette québécitude oppressante nous poussa à regarder au-delà des frontières. Quelque chose filtrait des grandes métropoles. New York, Londres et Berlin diffusaient une dissonance réconfortante. Un peu partout sur la planète, des gens remettaient en question les façons de faire. On captait cette nouvelle énergie. L'esprit punk, tel qu'il se manifeste par la virulence de la musique, se décline dès lors, tant chez Cliche que chez Kerangal, selon les visées de l'auditeur et les finalités sociales ou existentielles que celui-ci veut bien lui imputer. Ces quelques exemples, trop rapidement survolés, montrent bien comment, dans les romans qui lui sont consacrés, le rock est présenté davantage par l'impact qu'il exerce que pour ses qualités propres. S'il a dit quelques mots de la musique elle-même, l'accent n'en est pas moins mis sur les individus, qu'ils soient mélomanes ou musiciens, et sur le contexte d'écoute, autant individuel que collectif. L'idée du rock se fait dès lors omniprésente, sans pour autant constituer le centre du discours. Alors que les extraits présentés en introduction pouvaient suggérer une forme d'indicible, de phénomène réfractaire à la saisie langagière, force est de constater que la musique se manifeste constamment en creux dans les textes, en constitue un évident filigrane. Une telle perspective, informée par la critique musicale savante de Simon Frith et Greil Marcus, permet de dépasser l'opposition entre prédicable et ineffable dénoncée par Roland Barthes, dans un tout autre contexte s'il est vrai,
pour ouvrir à une véritable saisie littéraire du rock. À l'instar du principe de réaction en chimie, la musique électrique dans le roman contemporain serait donc observable par les effets souvent violents qu'elle provoque, par les synthèses idéalement inédites qu'elle produit.